Aujourd'hui, je vais te proposer une petite lecture. On va lire un livre en français. Et ça, c'est un point de vie pour moi. Parce que tu sais que je ne parle bien le français. Et lire, c'est encore un peu plus difficile pour moi. Donc, je voulais que tu me dises si je le fais bien, d'accord? Si je mal prononce un mot, je suis vraiment désolée. Mais tu peux me le dire. De cette manière, je vais apprendre. Ok? Aujourd'hui, je te propose ce livre qui s'appelle Le journal intime de Marie Cool. Est-ce que tu as entendu parler de ça? Le journal intime de Marie Cool. C'est de India Desjardins. Je pense que ça c'est comment ça se prononce. Désolée. C'est ma première fois. La première fois que je lis ce livre aussi. Donc on va les lire ensemble. Et je vais lire petit à petit. D'accord? Et seulement un petit peu dans cette vidéo. Et après, on va continuer à lire et dans des autres vidéos. Je ne sais pas si tu peux entendre de la pluie, mais il pleut maintenant. Dehors, j'espère que ça ne te dérange pas. Désolée. Ok, on va commencer. À Mel R. Pas la même Mel que celle de ce livre. Ma vraie best dans la vie. Je vais lire l'avant-propos par India Desjardins. Le journal intime de Marie Cool est né bien avant le journal d'Aurélie Laflemme. En voici la petite histoire. Je commençais à travailler au magazine Cool en 1997. À cette époque, le Backstreet Boys était le phénomène du moment. Catégorie Boys Band en son temps. Ce n'était pas un phénomène scientifique ou sociologique susceptible de rétablir la paix dans le monde. J'avais commencé quelques mois plus tôt à travailler pour les magazines de TVA Publications qui s'appelait alors True Star. Un jour, je m'y rendais dans les bureaux de cette entreprise pour aller porter une disquette sur laquelle j'avais enregistré des textes que je devais remettre. À l'époque, on n'envoyait pas nos textes par courrier. Il fallait les mettre sur une disquette et les apporter au magazine. On part de loin, hein? Style préhistorique. Limite dinosaure. Bref, je me promenais dans les couloirs lorsque j'étais interpellée par Pierre Tremblay, rédacteur en chef d'un nouveau magazine. Celui-ci m'a invité à entrer dans son bureau et m'a dit: Déchante-toi. T'as quel âge? Moi, 20 ans. 21. Pierre: Super, on lance un magazine pour les ados et je cherche des jeunes journalistes. Tu parles anglais? Moi, oui. Note, ceci, c'était un mensonge.
Pierre, tu sais te servir d'Internet? Moi, cachant ma disquette. Oui, parfaitement. Note. Ceci était également un mensonge. Une petite précision s'impose ici. En 1997, Internet était une nouvelle technologie. Google n'existait pas. Pour trouver quelque chose sur la toile, c'était assez complexe. Nous n'avions pas tous une connexion Internet à la maison. Et quand nous en avions une, il était impossible d'utiliser le téléphone pendant qu'on surfait sur le nez. Je me rappelle de ça. J'étais très petite, mais je me rappelle de ça. Alors, cette phrase revenait souvent. India, lâche Internet, j'ai besoin du téléphone. Ça, c'était ma mère. Je vivais encore avec elle à ces moments-là. 20 ans. Ce n'était pas si anormal. Pierre Tremblay m'a donc proposé d'écrire quelques articles pour le magazine Cool. C'était assez impressionnant pour moi, car ce monsieur était l'ancien rédacteur en chef d'un magazine qui, pendant mon adolescence, était le plus populaire. Waouh! Oui, monsieur Tremblay avait de la suite dans les idées. Après, waouh, cool, je trouvais ça génial. Il m'a envoyé interviewer les Backstreet Boys. Petit rappel ici, je ne parlais pas bien anglais. Pour me préparer à mon entrevue, j'avais traduit mes questions en cherchant tous les mots dans les dictionnaires. Une fois devant les Backstreet Boys, je posais ma première question en la lisant. Et dans mon plan, je n'avais pas prévu que je ne comprendrais pas la réponse. Par la suite, j'ai pris des cours d'anglais et je passais des heures sur Internet pour apprendre à bien le maîtriser. Pas question que je perde ce travail de rêve à cause d'un manque de connaissances. Les connaissances, ça s'acquiert. C'est ma première fois en lisant ces mots. Désolée. Vraiment. Cet emploi m'a permis de prendre mon envol et de me nager dans mon premier appartement. Mais quelques mois plus tard, Pierre Tremblay quittait le magazine Cool et il était remplacé par un rédacteur en chef qui aimait un peu trop le sensationnalisme. Le Spice Girls était alors le groupe du moment et le nouveau rédacteur en chef m'avait commandé un article en disant écrit n'importe quoi sur le Spice Girls, quitte à inventer. C'est en venu d'envoler mon intégrité. Je pouvais mentir sur mon bilinguisme parce que je savais que je pouvais le travailler, m'améliorer. Mais inventer des choses sur un groupe, non, j'ai donc quitté le magazine Cool. Quelques mois plus tard, le pitch journalistique se faisait rare. L'intégrité, ce n'était finalement pas très payant. Un jour, n'ayant pas assez d'argent pour payer mon loyer, j'ai croisé les doigts et j'ai souhaité très fort avoir un contrat. Je ne voulais pas être obligée de demander de l'argent à mes parents. Pendant que je faisais mon souhait, et c'est arrivé carrément comme ça, le téléphone a sonné. J'ai répondu.
à l'autre bout du fil. Bonjour, je m'appelle Marie-Claude Vono. Je suis la nouvelle rédactrice en chef de Cool et on m'a beaucoup parlé de toi. Je m'arrêtais commander un texte sur le film Titanic. Moi, oui, Titanic, Leonardo DiCaprio. J'adore. Mais suis-je obligée d'inventer? Marie-Claude. Non, pourquoi? Moi. Pour rien, c'est super. Marie-Claude Vono est devenue un modèle pour moi. Le genre de ma patron pour qui on décrocherait la lune. Elle traitait super bien ses employés. Elle écoutait leurs idées et elle donnait des bons conseils. Et m'a entre autres dit que mes textes étaient bien, mais qu'il manquait un peu de structure et m'a suggéré de faire un plan. Ça m'a permis de m'améliorer. Elle avait une façon très délicate de faire ses commentaires et on avait envie de l'écouter. Avec elle, au magazine Cool, on sentait qu'on était une équipe et on voulait faire le meilleur magazine possible. Je n'étais pas seule à adorer Marie-Claude. Toute son équipe ressentait la même chose. Et elle était si dévouée à son travail que les gens ont commencé à la surnommer Marie-Cool. Puis le directeur artistique du magazine de l'époque en a fait un personnage illustré. Au fil du temps, Marie-Cool est devenue un peu la mascotte du magazine. J'ai toujours aimé écrire de la fiction. Depuis que je suis toute petite, je crée des histoires. Par contre, je ne pensais pas en faire mon métier. Je rêvais plutôt d'être journaliste. Mais ce que j'écrivais naturellement, c'était des histoires. Puis, vers l'âge de 12 ans, j'ai lu un livre qui m'a marqué. Ça, intitulé Journal secret d'Adrien, 13 ans, 3 quarts. L'auteur britannique Sue Townsend. Il relatait la vie quotidienne d'un ado du nom d'Adrien en utilisant un ton humoristique. Après avoir lu ce livre, je commençais à écrire avec ce même genre d'humour. Et puis, une certaine nuit de 2001, une idée m'est venue. Adolescente, je tenais un journal intime. Le journal secret d'Adrien, 13 ans, 3 quarts, était drôle, mais c'était un journal des garçons. Je me suis dit, pourquoi ne pas mettre à profit ma passion pour l'écriture et donner vie à Marie-Cool en créant son journal intime, un journal de filles. Dans le magazine, cette nuit-là, j'ai dû écrire à moi 36 courriels à Marie-Claude pour lui présenter mon idée. Oh, j'exagère, mettons 15. Je lui proposais d'écrire le journal intime de Marie-Cool, de relater ses pensées, de lui inventer une histoire. Quelque chose qui serait lié au moins de sortie de magazine à l'actualité, qui serait drôle en pimpant, pampant et qui deviendrait un rendez-vous pour les lectrices. Je n'avais pas dormi de la nuit. Le matin, à 9h pile, j'ai appelé Marie-Claude et j'ai demandé « Tu as lu mes courriels ?»
Elle m'a répondu: tu me laisses le lire et finir mon café et je te rappelle. J'ai trépigné d'impatience dans mon appartement. Je me rongeais les ongles. J'avais tellement peur qu'elle dise non. C'était ce que je voulais faire. Je le sentais profondément en moi. Je voulais écrire un journal intime pour Marie-Cool, et si Marie-Claude refusait, je ferais tout pour la convaincre. Elle m'a rappelé et elle a dit calmement: c'est une bonne idée. On peut se rencontrer à ce sujet. Une semaine plus tard, je suis arrivée à son bureau, très préparée mais nerveuse. J'avais réponse à toutes et je voulais qu'elle dise oui. Ça bouillait à l'intérieur de moi. Et elle a dit oui. Je ne me souviens pas si à ce moment-là je lui ai sauté dans les bras ou si je l'ai seulement fait dans ma tête. Mais j'étais vraiment contente. C'est ainsi que j'ai commencé à écrire les journaux intimes de Marie-Cool. Je l'ai entouré d'un chant inspiré de celui de Marie-Claude, Jules, et d'un petit frère inspiré du fils de Marie-Claude, Louis. La première chronique a été publiée dans le magazine de juillet 2001. Chaque mois, j'écrivais dans cette histoire. Je l'ai écrite dans un souci de continuité. L'histoire se suivait et les lectrices d'un mois à l'autre avaient envie de connaître la suite. Rapidement, le journal intime de Marie-Cool, selon les sondages, est devenu la chronique préférée du magazine. Quand on m'en faisait pas, je n'en revenais pas. Peu à peu, écrire cette chronique est devenue la partie préférée de mon travail. J'en avais une par mois à écrire et j'espérais en rédiger une par jour. J'ai proposé d'en faire un roman, mais à l'époque, les structures de l'entreprise ne permettaient pas la publication. Réalisant que ce qui m'intéressait c'était la fiction, j'ai commencé à écrire mon premier roman, Les aventures de Indiana Jones. Par la suite, je suis revenue à ce que j'aimais vraiment faire, un journal intime d'ado. Et j'ai créé Aurélie la Flemme. Marie-Cool aura été mon terrain de jeu, mon école, une façon d'apprendre à créer des histoires. J'ai arrêté de l'écrire en 2008 étant très pressée par le journal d'Aurélie la Flemme, qui est devenu mon projet principal. Pourquoi ressortir tout ça des tiroirs aujourd'hui? Pour plusieurs raisons, mais surtout par nostalgie. Il était impossible pour moi de relire ce que j'avais écrit à cette époque. Le disque dur de mon ordinateur ayant rendu l'âme, ce qui m'a fait perdre toutes mes archives. Aussi, au fil des années, lors de mes visites dans les écoles et à l'occasion des salons du livre, on me demandait souvent si j'allais publier ces chroniques. Certaines lectrices m'avouaient même les avoir conservées. Je donc pensais que ça pouvait être une bonne idée d'en faire un recueil, un souvenir pour moi et pour les anciennes lectrices de magazines et une façon pour les nouvelles lectrices de découvrir de quelle façon je commençais.
je choisis de présenter les chroniques telles que publiées dans le magasin à l'époque, avec quelques changements mineurs. Ainsi, les références sont parfois datées. C'est voulu. Et ce n'est pas grave, ça fait vintage. Petit avertissement avant que vous n'entamiez votre lecture. Les chroniques s'entendent sur 7 ans, mais pour moi, Maricule a toujours été 14 et 16 ans. En effet, même si l'histoire est écrite selon une certaine continuité, le personnage ne vieillit pas. Je l'écrivais dans l'esprit. Voici le moins d'un ado entre 14 et 16 ans. Et à cette idée de départ, j'ajoutais une suite et une intrigue. Je sais que tout ça n'était pas très mathématique, mais dans le cadre d'un magazine et dans ma tête, ça a fonctionné. Je dois vous faire un aveu, mais replonger dans la lecture de cette chronique a été assez difficile. C'est l'œuvre d'un auteur en herbe qui fait des tests, qui apprend de ses essais et de ses erreurs. Je fais beaucoup de chemin depuis et j'imagine que ça doit être éprouvant pour tout le monde de revisiter son travail passé, mais ces chroniques m'ont mené vers la plus belle aventure de ma vie. Aurélie Laflamme. Alors, elles resteront toujours spéciales pour moi. Voici donc mes premiers pas dans l'écriture de fiction. Bonne lecture. Ok, on va lire maintenant un chapitre ou deux parce qu'ils sont très courts. Juin, samedi 2 juin. Jules est vraiment l'homme de ma vie. Sa petite moustache et sa crinière noire frisée. J'en ai rêvé tellement longtemps. Il a cette façon d'écouter, d'étendre l'oreille. Il est vraiment unique de son genre. Les mâles parfaits. Il est dans ma vie depuis 2 ans et il connaît tous mes secrets. Quand mes parents me punissent et m'envoient réfléchir, comme ils disent, dans ma chambre, comme c'est le cas en ce moment, il m'écoute et me console. Dommage qu'il ne sache dire que ouf. Ça limite un peu les conversations. Lorsque mon père a finalement accepté que j'ai une chaîne, c'était à la condition sine qua non. Ça, c'est mon père qui parle en latin au lieu de dire simplement ultime. Que je m'en occupe. Je ne suis pas un bébé. J'avoue que au début, l'idée de ramasser des crottes toutes chaudes, la main dans un sac de plastique, m'est répugnée grave. Mais bon, faut croire qu'on s'habitue à tout. J'adore mon chat. Il est super cool. Dimanche 3 juin. Et 14h12. Ma mère trouve que ma punition d'hier ne m'a pas fait assez réfléchir. Selon elle, je dis des grands mots et je donne le mauvais exemple. À lui, mon débilo de petit frère. Je n'ai plus le droit de dire merde et de traiter mon frère
de tous les noms, genre les dévilots, les minous, l'insecte à trois têtes qui mange encore de la blédine. Je dois donc trouver de nouvelles expressions. Voyons voir. 1. Sac en papier. Genre, je me vois dire ça devant mes amis à l'école. Réger, réger. 2. Vidange. Bof, ça me ferait toujours penser à quelque chose qui pue. Bon, merde aussi. Ça sent pas tellement bon, mais on dirait qu'on s'y habitue. 3. Popcorn. Ça sent pas mal, mais c'est un peu ridicule, je trouve. 4. Diantre. J'imagine la tête de Mel, ma meilleure amie, si je disais ça. Elle m'expédierait direct au île Mouk-Mouk. 5. Citronnette. Ça sent bon, ça sent pas trop cool et ça colle à ma personnalité. Oui. Je ne sais pas si j'ai le droit de sortir de ma chambre pour aller annoncer mon nouveau vocabulaire à ma mère. Ah, je sais, je vais l'écrire sur un bout de papier et demander à Jules de l'apporter à ma mère. Il trouvera ça charmant et retrouvera peut-être le sourire. 15h40. J'avais oublié qu'un chien s'ababe. Résultat, ma mère n'a vu que les lettres trônent sur les papiers apportés par Jules et elle pense que je le narguais. Disons que ça lui a rappelé mon ancienne expression favorite. Oups, je suis privée de sortie pour une semaine. La joie. Bon, comme la fin à propos a été un peu longue, on va laisser ça pour aujourd'hui. Mais si tu aimes cette histoire et si tu veux que nous continuons à le lire, donc attends un peu pour la prochaine vidéo, d'accord? Je t'aime beaucoup. Merci d'être